Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Il y a 60 ans, l'un des pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman, décédé, véritable icône de l'Union européenne, il est décrit comme un faiseur de paix. Le 9 mai 1950, il élabora le plan Schuman qui marque la naissance de l'Union européenne. Et fait rare pour un homme politique, le pape François l'a fait vénérable, première étape d'un chemin de canonisation. Mais qui était véritablement Robert Schuman ? Les pères fondateurs de l'UE étaient-ils véritablement au service de l'Europe ? L'Union européenne s'est-elle construite autour d'un mythe? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Éric Branca. Bonjour Éric Branca. Bonjour. Vous êtes historien, journaliste, fin connaisseur du gaullisme et des services secrets. Vous avez publié de nombreux livres, dont le roman de la droite, l'ami américain Washington contre De Gaulle, de 1940 à 1969, aux éditions Tempus, réédité aux éditions Tempus Perrin, pardon. Donc ça, c'est vraiment les deux. Donc c'est vraiment au cœur du sujet. Puis nous sommes avec Christophe Révillard. Bonjour Christophe Révillard. Bonjour. Vous êtes responsable de recherche à Sorbonne Université et vous avez fait votre thèse notamment sur les origines de l'Union européenne et la mystique, le mythe autour des origines de l'Union européenne. Exactement, oui. Mon Dieu, cette thèse, elle est maintenant très ancienne. Mais elle est toujours d'actualité. Donc, on va parler de Robert Schuman et notamment de ses premières années. Alors, Robert Schuman nous le présente comme le faiseur de l'Europe, hein, mais je voulais vous parler déjà de ses premières années, Éric Branca, les années de Robert Schuman dans le gouvernement du maréchal Pétain. Ça, ce sont quelque chose qu'on ne nous dit pas forcément. Il a voté aussi les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Alors, à ce moment-là, quel était son lien avec les idées de l'État français Robert Schuman ? Alors, écoutez, là je vais vous étonner, mais je pense que la présence de Schuman au sein du premier gouvernement Pétain n'est pas vraiment un problème en soi, car il ne faut pas oublier que c'est avant le coup d'État du 10 juillet 1940 et le vote des pleins pouvoirs. Il devient ministre après le départ de Paul Reynaud le 16 juin 1940 et il fait partie du gouvernement qui est entre le départ de Paul Reynaud et le vote des pleins pouvoirs à Pétain. Donc il n'a pas un rôle absolument essentiel et en faire un pétiniste ou un supporter de la Révolution nationale me semble excessif. Je pense que c'est vraiment un faux problème. Comme est également le faux problème le fait qu'il a fait son service, car ça lui est beaucoup ressorti, beaucoup reproché dans l'armée allemande en 14-18, puisqu'il était né en Lorraine, occupée allemande, de langue allemande, et donc il a fait son service militaire comme beaucoup d'autres Lorrains qui étaient dans la partie orientale occupée par les Allemands, il l'a fait dans la Wehrmacht. Donc ça, je ne pense pas que ça soit le vrai problème. Et on ne peut pas attacher d'opprobre à ces deux éléments biographiques, si vous voulez. Alors Christophe Révillard, là-dessus, parmi les collaborateurs, hein, parmi les gens notamment proches du maréchal Pétain, il y a beaucoup de pacifistes. Alors est-ce que la collaboration est intrinsèquement liée à la construction européenne et plus précisément à une Europe allemande déjà ? Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Éric Branca. Il a parfaitement raison. Ça serait, il y aura un caractère outré dans cette condamnation a priori de Robert Schuman. En revanche, il faut signaler quand même un état d'esprit général. Un état d'esprit général qui lui donne une vision plutôt impériale de l'Europe, une vision assez germanisée. Et puis, deuxièmement, Robert Schuman choisit régulièrement, je dirais non pas le camp, mais choisit régulièrement l'Allemagne. Et il aurait pu faire son droit en France. Non, c'est bien en Allemagne qu'il le choisit. Il aurait pu faire, je dirais, faire des choix un peu plus courageux en termes d'identité, et à chaque fois et systématiquement, il choisit à la fois le camp allemand et à la fois le camp pacifiste, mais qui arrange l'Allemagne. Je vous donne un exemple. Il choisit quand même d'intégrer une organisation catholique, mais qui a pour objectif en fait d'ôter progressivement par une sorte d'habitus culturel allemande toute idée de retour de la Lorraine à la France. Et ça, c'est quand même typique de cette vision schumanienne, je dirais, de l'histoire. Quant à la collaboration, évidemment, on parle bien de la deuxième collaboration. Il y a une première collaboration
je parle sous le contrôle d'Éric Branca évidemment, première collaboration qui est quand même très proche de l'action française et qui a une vision nationale, qui est très anti-allemande et qui a une vision quand même de l'identité, de la défense des intérêts nationaux dans la situation de crise que l'on vit. Et puis il y a la deuxième collaboration qui lui succède très rapidement et qui est le fait de techniciens, de technocrates. Je pense à tous ces très hauts fonctionnaires qui vont, qui ont pour objectif d'utiliser la crise que représente l'invasion allemande et la Deuxième Guerre pour imposer leurs idées qui sont des idées de technocratie et de fonctionnalisme en quelque sorte. Et là, effectivement, eh bien, il y a tout un ensemble d'idées, de pensées qui font que on est dans un réservoir d'idées, du point de vue européen, s'entend, dans un réservoir d'idées qui serait le terreau de cette vision de la construction européenne, absolument pas proche des peuples, tout à fait technocratique, fondée sur une vision fonctionnaliste et pas du tout, je dirais, populaire ni identitaire. Donc oui, je rejoins ce que dit Éric Branca, tout à fait, sur les aspects factuels, mais il y a quand même une tendance générale chez Robert Schuman, de notre point de vue, de faire les mauvais choix quand même. Alors on va revenir là-dessus avec vous, Éric Branca. Je vous laisserai évidemment répondre. En attendant, vous connaissez l'émission et les 8 heures, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. la table ronde. Alors, Christophe Réveillard le disait, Robert Schuman faisait partie de ces technocrates. Il était au gouvernement de Pétain plus parce qu'il faisait partie de l'administration, plus que par idée ou en tout cas en accord. Il n'était pas forcément en accord avec la politique du maréchal Pétain. Il y a eu ces technocrates finalement qui voulaient, au nom de la paix, finalement qui collaboraient avec l'Allemagne nazie à ce moment-là. C'est un aspect très très important, la dimension technocratique de la collaboration, effectivement, qui arrive dans un second temps et qui a été même, dont la genèse était dans les années 30. Quand vous prenez un homme comme Jean Lucher, par exemple, qui était à la tête avec Otto Abetz, côté allemand, Otto Abetz, futur ambassadeur d'Hitler en France, occupé, n'oublions pas, qui était à l'origine du comité franco-allemand, qui a donné naissance, vraiment qui a été la matrice de la collaboration idéologique. Cet homme-là était un homme, je dirais, de centre-gauche. Comme Schuman n'était pas un homme d'extrême droite du tout, comme on a pu le dire, voyez. Donc c'est vrai, cette matrice est présente. Et donc, vous, ce que vous écrivez notamment dans votre livre, L'ami américain, Washington contre De Gaulle de 1940 à 1969, donc c'est en 1940, les États-Unis ne sont pas, comme on pourrait le croire, contre l'Allemagne nazie. En tout cas, ils sont plutôt en bon terme avec le pouvoir de Vichy et les Américains s'opposent plutôt à De Gaulle parce qu'il est le symbole à cette époque-là de la souveraineté française. Parce qu'il y a une place éminente à prendre, notamment dans l'Empire. Le fait que la France sorte de l'histoire, devient un objet passif de la vie internationale à ce moment-là, c'est une occasion absolument formidable. On a prêté à Maurras la phrase qui a d'ailleurs été mal interprétée, sur laquelle la défaite de 40 était une divine surprise. En fait, il parlait du maréchal Pétain, mais qui était une divine surprise pour lui, le fait de l'avoir trouvé, mais les Américains, eux, et Roosevelt en particulier, quand vous lisez les mémoires de ses collaborateurs, et même celle d'Eisenhower, qui est un honnête homme, et qui explique que pour Roosevelt, la divine surprise, c'était l'effacement de la France, dont il pensait qu'elle ne redeviendrait jamais une grande puissance, et il fallait donc garder de bons rapports avec Vichy pour prendre la place de la France là où elle était puissante. Et on va voir évidemment que les Américains ne sont pas sont très liés notamment à la construction européenne, mais je voulais vous parler de ça de Christophe Réveillard. À ce moment-là, dès 1940, les Américains font en sorte d'être donc en bon terme avec l'État français. Oui, là, je veux dire, on enfonce presque des portes ouvertes. Les relations de l'ambassadeur américain à Alger, les premières missions monétistes qui vont arriver au cœur de la guerre et en sont la preuve. La divine surprise pour Roosevelt, pour reprendre les termes d'Éric Branca, c'est évidemment cette possibilité
par le prétexte de trouver la fin de la guerre, de créer une sorte d'État carolingien qui permette les contrôles des ressources qui, à l'époque, sont essentielles, c'est-à-dire le charbon et l'acier, l'énergie et la puissance. N'oubliez pas que les premiers investisseurs dans l'entre-deux-guerres, avant la crise de 29, dans l'Empire allemand défait après 1919, ce sont les financiers américains qui, alternativement, sont des hommes d'affaires et sont des hauts fonctionnaires. Vous avez toute une série de hauts fonctionnaires américains qui ont leur fortune placée en Allemagne, dans la Ruhr, et qui vont jouer un rôle très important pour le règlement de la Deuxième Guerre mondiale. Les plans Dave, les plans Young sont des plans qui sont constitués, gérés à la fois de façon privative par des très hauts, je dirais, des financiers internationaux, et qui sont dans le même temps, alternativement, des conseillers des différentes administrations américaines. Roosevelt a toujours méprisé la France. Roosevelt est un président qui voulait son abaissement, et il trouve dans Jean Monnet la capacité de réaliser cet objectif, jusqu'à même pouvoir amputer des parties entières du territoire français, et notamment justement la Lorraine. On est sur une vision tout à fait destructrice de la capacité française à rayonner. Chez Roosevelt, c'est manifeste. Alors, Éric Branca, vous voulez répondre à Christophe Réveillard? Pas répondre, je veux aborder dans le sens de Christophe Réveillard sur l'intégration économique entre les États-Unis et l'Allemagne dès avant la guerre. N'oubliez pas d'abord que les États-Unis sont neutres jusqu'en 1941, et surtout, toutes les grandes compagnies financières américaines ont des intérêts croisés. Il y a une intégration entre le capitalisme allemand sous le contrôle d'Hitler et le capitalisme américain tout au long des années 30. Et d'ailleurs, cette intégration durera après l'entrée en guerre des États-Unis via les filiales installées dans les pays neutres. Pensez qu'il y a eu des camions Ford sur le front de l'Est, qui ont fait la guerre contre la Russie après l'entrée en guerre officielle des Américains contre l'Allemagne. Ces camions Ford étaient, leurs pièces leurs pièces de rechange étaient produites en Allemagne. Alors, ça c'est donc on est en 1940. Vous l'avez dit, les États-Unis sont neutres. Ils essayent d'avoir une bonne entente donc avec le gouvernement de Vichy. À partir de 1941, évidemment, ils s'opposent à l'Allemagne après Pearl Harbor. Et puis il y a eu la victoire, 1945, là, évidemment... Oui, mais avant ça, il y a eu autre chose. Avant ça, il y a eu la tentative d'imposer une solution alternative à De Gaulle, en passant par les anciens dignitaires de Vichy, et pas des moindres, puisque les Américains ont tenté d'imposer une solution Laval à Paris, tout juste avant la libération de Paris, pour barrer la route à De Gaulle. Parce que De Gaulle était justement ce symbole de la souveraineté française. Qui empêchait cette espèce de dissolution de l'identité française et d'identité européenne, d'ailleurs, tout entière, sous le contrôle américain. Il l'avait compris. Et pendant la guerre, donc Robert Schuman, à ce moment-là, était aux États-Unis, et on peut penser... non, pas Robert Schuman, le pauvre Robert Schuman, non, c'est Jean Monnet qui était aux États-Unis. Oui, pardon, Jean Monnet était aux États-Unis, et c'est à ce moment-là qu'on peut penser donc, que la construction européenne est déjà née dans son esprit à partir de là. Non seulement on peut le penser, mais on en a toutes les preuves. D'abord, il faut lire Jean Monnet. Il faut lire ses collaborateurs. C'est beaucoup plus important que de lire des livres sur eux. Il faut voir ce qu'ils disent. Et Jean Monnet, dès les années 30, il est le conseiller du gouvernement américain, d'autres gouvernements. D'ailleurs, c'est un spin doctor avant la lettre. Et son idée est celle, d'ailleurs, d'un gouvernement mondial. Il est l'ami d'un homme qui s'appelle Clarence Strite, qui a écrit en 1938 un livre en faveur du gouvernement mondial, totalement technocratique, et l'Europe ne serait dans cette conception des choses qu'une partie, qu'une région du monde. D'ailleurs, tous les mondialistes et les technocrates vous parlent toujours de la région. Quand vous prenez une organisation comme la Trilatérale, qui a été créée par Monnet, dont il a été l'inspirateur dans les années 70, ça a été sa dernière grande réalisation. On parle de la région Europe, la région Asie, la région américaine, etc. Ce ne sont plus que des régions. Et quand vous regardez
d'autre part, les correspondances, les conseillers de Roosevelt, les notes qu'on lui envoie, toute la genèse d'une Europe supranationale, elle est vraiment, c'est aux États-Unis qu'elle prend forme, et dans la mouvance de la conception mondialiste dessinée par Clarence Strait. Alors Christophe Rébillard, oui, l'influence notamment donc de la construction européenne par les États-Unis, et puis donc voilà, on l'a dit, Monsieur Monet, qui était donc aux États-Unis à ce moment-là et qui est donc influencé par un esprit américain et par un esprit mondialiste. Je vais revenir sur la période de la guerre. Les archives américaines, et pas uniquement les archives présidentielles, vous savez, qui sont toujours détenues par les grandes universités américaines et qui sont très ouvertes. Il y a cet avantage par rapport au côté français. Les archives américaines ont cet avantage d'être assez ouvertes. Eh bien, les rapports de Jean Monnet, à la fois quand il est encore aux États-Unis un conseiller, l'un des 5 premiers conseillers du président Roosevelt, il faut s'en souvenir quand même, cosmique secret, il est classé cosmique secret parmi les 5 premiers, et quand il était à Alger en mission pour dégommer De Gaulle, les rapports sont d'une violence inouïe. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais simplement des informations parcellaires, donc je parlais d'opposition, je parlais de... Mais là, il traite littéralement De Gaulle de voyou. Il traite De Gaulle de dictateur, le seul mot qui manquerait comme synonyme, c'est sanguinaire, quoi. La violence des propos. Alors, je relativise en disant ça un petit peu la société de Roosevelt, puisque Roosevelt, en fait, qui fait pleine confiance en Monnet, puisque Monnet réalise les objectifs américains, eh bien, a été en quelque sorte un peu désinformé. C'est le spin doctor dont parle Éric Branca tout à fait remarquablement. Eh bien, il est un peu désinformé. Il est complètement assailli de rapports d'une violence inouïe. Et il n'y a pas que De Gaulle. Il n'y a pas que Monnet. Il y en a beaucoup d'autres Français qui sont très anti-gaullistes, qui sont à Londres. Et donc, c'est très clair. Alors, en revanche, il faut donner la véritable dimension de Jean Monnet. Jean Monnet réalise en Europe les objectifs américains, mais parce que lui-même est un déraciné anglo-saxon. Littéralement, on peut le dire aujourd'hui. Il n'est pas simplement un agent, il réalise l'objectif américain parce qu'il en est pleinement, complètement imprégné. Que ce soit bien plus tard pour contester la capacité nucléaire de la France en essayant d'imposer l'approvisionnement uniquement américain, le monopole américain de l'approvisionnement des matières fissiles contre la possibilité pour la France d'obtenir l'indépendance nucléaire par la maîtrise de la filière de l'uranium. Et d'ailleurs, on voit que c'est un projet qui a connu des suites récentes. Et que ce soit, par exemple, dans l'ouverture la création d'un marché unique qui permette aux produits américains de se déverser sans buter contre les contingentements douaniers nationaux et les petits marchés nationaux qui s'additionnent. À chaque fois, on voit bien que Jean Monnet réalise les objectifs américains, mais parce qu'il en est lui-même l'un des concepteurs. Alors, il n'est pas à considérer comme un élément français identitaire, il est vraiment un élément mondialisé. Pour citer, je me permets juste encore un mot, pour citer exactement, pour reprendre la citation de Éric Branca, pratiquement les derniers mots des mémoires de Jean Monnet, c'est « et la construction européenne », donc on dirait l'Union européenne aujourd'hui, la communauté européenne, est l'un des éléments de l'organisation mondiale de demain. Il le dit clairement, les choses sont dites. Éric Branca. Oui, j'ajouterais un tout petit mot sur la mécanique que Monnet met en place dès qu'il arrive. Car il ne faut pas oublier qu'en 1944, De Gaulle, et c'est sans doute une erreur de sa part, le nomme commissaire au plan. Il ne savait pas tout l'arrière-plan idéologique encore. Il n'allait pas tarder à le connaître, mais il ne savait pas encore. Ce mécanisme, c'est la dette. Et Monnet est un grand partisan de la dette pour tenir ceux qui sont endettés, et notamment les Français. Et donc, il est celui qui va négocier des plans considérables aux États-Unis, des plans d'aide qui seront évidemment remboursés, qu'on mettra très très longtemps à rembourser. Et il s'oppose à ce moment-là à un homme qui s'appelle Mendès France, qui est ministre de l'économie, et qui lui est extrêmement hostile à tout ça, et sent qu'il y a là un instrument de suggestion aux États-Unis. Et De Gaulle fait, à mon avis, la seule erreur
de sa carrière. C'est ça. Ce sont les deux éléments, Éric Branca. Je poursuis votre propos tout à fait passionnant, parce que l'élément économique est souvent écarté. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre et la France, qui étaient les premiers créditeurs mondiaux, passent comme premiers débiteurs mondiaux devant les États-Unis. Après la crise de 29, la France et l'Angleterre se rétablissent un peu au niveau financier international, mais la Deuxième Guerre mondiale va définitivement les rendre tout à fait débiteurs de la puissance américaine. Alors, je voulais vous parler, vous en avez parlé, Christophe Révillard, vous avez dit que Jean Monnet était un agent. Alors, on prétend que Robert Schuman et Jean Monnet étaient des agents de la CIA. On dit qu'il y a eu des versements d'argent provenant de la CIA pour Robert Schuman et Jean Monnet, donc pour des opérations d'influence au service des Américains. Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Alors, il faut immédiatement vider la querelle. Ils n'étaient pas des agents au sens qu'ils étaient rétribués. Jean Monnet était très riche et Schuman n'était pas un homme d'argent. Il n'avait pas besoin d'être payé. Les versements de la CIA, qui sont considérables, qui sont attestés, dont on retrouve la preuve dans les archives américaines, c'était à tous les mouvements, et notamment le principal, qui s'appelait le mouvement européen, créé à ce moment-là. On était dans le cadre de la guerre froide, de la lutte anticommuniste, etc. Et donc, ils ont reçu énormément d'argent des États-Unis. C'est ainsi qu'a été créée Force ouvrière, notamment à l'issue d'une scission avec la CGT. André Bergeron, son premier secrétaire général, son dernier secrétaire général, en parle dans ses mémoires. Tout ça est connu. Mais Monnet et Schuman n'étaient pas corrompus. Ils étaient plutôt des corrupteurs. Mais Monnet était très riche, n'avait pas besoin d'argent. On peut dire, Christophe Révillard, que c'était des agents d'influence dont les organisations ont été en partie financées par les Américains. Oui, c'est tout à fait la dernière tentative de ceux qui essayent de sauvegarder encore le mythe des pères fondateurs que de dire nous exagérons en expliquant. Bon. Effectivement, ce ne sont pas des agents stricto sensu, mais je voudrais souligner des choses très importantes quand même. C'est que tout ce que l'on dit là aujourd'hui, ce sont des archives qui le disent. Nous ne faisons que répéter ce que disent les archives. Qu'il s'agit de la Hoover Institution, du FRUS, du Foreign Relations of United States, des archives stricto sensu de Robert Schuman, de Jean Monnet à Lausanne, et toutes les grandes archives américaines, qu'elles soient au Congrès ou ailleurs dans les grandes universités américaines. Alors oui, le contact avec les CIA, il est permanent. Mais encore une fois, il faut considérer, surtout Monnet, mais Schuman en quelque sorte, par effet d'entraînement, que ces gens-là ne sont plus vraiment des acteurs français, du monde politique français, etc. Ils sont passés de l'autre côté, ce ne sont pas des relais. Ils pensent et conçoivent eux-mêmes maintenant cette politique, disons, d'abaissement de la France, en tout cas de l'abaissement de la souveraineté de la France. Les trois contacts les plus importants auprès de Jean Monnet, c'est trois directeurs successifs de la CIA. Ça sera le général Donovan qui a créé l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Vous avez Walter Bedell Smith et vous avez Allen Dulles. Quelle est la mécanique ? Eh bien, c'est une mécanique qui perdure encore. C'est-à-dire qu'il faut des écrans. Quel est le donneur d'ordre ? Le donneur d'ordre, c'est le département d'État, qui va utiliser la CIA pour des objectifs donc proprement politiques, diplomatiques. À la rigueur, du point de vue américain, c'est tout à fait justifié et légitime. Et puis, la CIA crée les écrans. Les écrans, ce sont des fondations, les fondations Ford, les fondations Rockefeller. Vous avez tout un nombre incroyable de systèmes de fondations qui sont richement dotés. Et puis, vous avez, en ce qui concerne notre sujet plus particulièrement, évidemment, l'AQ. Je pense que Éric Brancard a beaucoup de choses à dire sur l'AQ. Oui, dans le cadre du plan Marshall. Dans le cadre du plan Marshall, notamment, oui. The American Committee of Unity of Europe. Et puis ensuite, vous avez donc les bénéficiaires européens. Jean Monnet va s'en servir pour son comité des États-Unis d'Europe, Robert Schuman pour le mouvement européen et Henri Freinet pour l'Union européenne des fédéralistes. Il y a l'excellente thèse de Rebattet que connaît très bien Éric Branca. Tout ça est maintenant de notoriété publique. Et ce qui est très amusant, c'est que les États-Unis continuent le même système. On le voit aujourd'hui pour faire perdurer leur travail.
On peut prendre l'exemple des révolutions oranges, un exemple pour les plus démonstratives. Le cas de la construction européenne est beaucoup plus lent, il faut convaincre pratiquement tout le continent européen de la bienveillance américaine concernant la construction européenne. Mais aujourd'hui, par exemple, si on prend les révolutions de couleur, c'est exactement le même système. Le département d'État, la CIA, les fondations écrans, et puis les bénéficiaires qui sont actifs sur le terrain. Éric Branca. Oui, ce que je voudrais ajouter, je suis évidemment d'accord, c'est dans le cas personnel de Schuman, c'est qu'il a été non pas le bras séculier, mais le bras spirituel de Monet. En était-il conscient? Certainement, mais il a été utilisé par les Américains parce qu'il était, il était assez extérieur à ces milieux d'affaires, etc. Et donc il fallait donner une dimension spirituelle et presque religieuse à tout ça. Un et donc, visage. Comme son influence était grande dans l'épiscopat français, il a eu un rôle extrêmement puissant. Il faut savoir que l'Osservatore Romano, qui est toujours l'organe du Vatican, s'est fendu d'un édito en 1951 pour dissuader les catholiques de voter pour les listes RPF du général de Gaulle. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle était contre la construction européenne, enfin contre celle-ci, contre une construction américaine adossée aux États-Unis. Deuxième aspect très important, et ça c'est en lisant leur mémoire. Il y a évidemment, comme le dit Christophe Réveillard, toutes les sources ouvertes, car ça, il faut rendre hommage aux Américains, il a tout à fait raison. De ce point de vue-là, ils sont beaucoup plus ouverts que les Français. Et on a beaucoup de choses à notre disposition. Mais quand on lit leur mémoire, et j'ai repris des choses que je vais vous lire en quelques secondes. Schuman écrit dans son livre posthume qui s'appelle Pour l'Europe, il dit « C'est Jean Bonnet qui, avec ses collaborateurs, dans un petit hôtel de la rue Martignac, a ébauché en quelques mois, à l'issue du public et même du gouvernement, vous entendez bien, et même du gouvernement, alors qu'à l'époque, Schuman est président du Conseil ou ministre des Affaires étrangères, parce qu'il a eu une longue carrière, qui a ébauché en quelques mois, à l'issue du public et même du gouvernement, l'idée de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et donc, ce côté absolument essentiel et prégnant de la construction européenne aujourd'hui, qui est le secret, elle se construit dans le secret, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on le voit s'exprimer pour la première fois. Pascal Fontaine, qui est le biographe de Jean Monnet, qui a été un de ses principaux collaborateurs. Ouvrez les guillemets. Dans ses mémoires, 9 personnes au total étaient dans la confidence. Monnet était bien résolu à mener toute l'opération en dehors des voies diplomatiques officielles. Seul au Quai d'Orsay, son secrétaire général avait été informé par Schuman et lié aussitôt pour la voie du silence. Vous vous rendez compte? Oui, c'est ça. C'est tout à fait extraordinaire et ces gens nous parlent de démocratie. Oui. Alors en revanche, quand on regarde les archives, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement américain était informé heure par heure de l'avancement des travaux, à la fois sur la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis sur la CED, l'étape suivante de l'armée européenne que les gaullistes ont fait échouer. Bon. Et quand on regarde l'architecture de la CECA et l'architecture de la CED, qui a été avortée par un vote en 1954, mais c'était la matrice de la construction européenne d'aujourd'hui. C'est-à-dire avec un Parlement déjà distinct des parlements nationaux, donc distinct de toute souveraineté populaire, une administration omnipotente qui a un droit d'initiative et un vote à la majorité. Et c'est-à-dire que c'est les 3 caractéristiques de la construction européenne d'aujourd'hui, et ça a été fait en étroite collaboration avec le département d'État américain. C'est pas moi qui le dis, c'est leurs auteurs. Tout à fait. Alors et puis quand, justement, je voulais aussi parler de l'Europe actuelle, c'est-à-dire que quand on nous dit aujourd'hui, oui, donc l'Europe s'est écartée de ses origines et de sa fonction d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que dès l'origine, il y a la volonté de créer donc un gouvernement supranational. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, tellement la conversation est intéressante. Merci à vous deux. Merci Éric Branca. Je rappelle, vous êtes historien, journaliste. Je rappelle aussi donc le livre de votre... Je rappelle vos différents livres. Le roman de la droite, De Gaulle aussi aux éditions Molière, et puis votre livre L'ami américain Washington contre De Gaulle 1940 à 1969 aux éditions Perrin. Vous allez même plus loin.
loin, parce que vous parlez aussi du FLN algérien, vous parlez de l'espionnage nucléaire, vous parlez de l'enrôlement aussi d'Hollywood dans un discours complètement anti-gaulliste. Et même d'Hitchcock, oui, dans un film qui s'appelle Leto et qui a été entièrement écrit par des gens de la CIA, parce que Hitchcock à l'époque était en manque d'inspiration, en manque de financement. On lui a trouvé un sujet. C'est un film qui raconte que le locataire de l'Élysée, on ne cite pas De Gaulle, mais on le reconnaît, est en fait un agent soviétique et qu'il a pour ennemi non les communistes, mais les Américains. Et c'est ça. Donc c'est le monde à l'envers. Donc évidemment, dans ce livre aussi, l'Américain Washington contre De Gaulle, vous revenez sur la construction européenne, vous revenez sur son lien aussi avec les pères fondateurs de l'Europe. Absolument. Enfin, son lien et son affrontement avec eux. Et son affrontement avec eux. On rappelle, voilà, si vous voulez aller plus loin, l'ami américain Washington contre De Gaulle, 1949 à 1969, d'Éric Branca. Et puis merci à vous, Christophe Révillard. Vous êtes... Est-ce que je peux ajouter deux petites choses? Allez-y. Allez-y. Alors d'abord, dans la présentation, il y a une petite erreur qu'il ne faut absolument pas éviter. Ce n'est pas Robert Schuman qui a rédigé la déclaration Schuman, c'est Jean Monnet. C'est Jean Monnet. Et d'autre part, pour bien prouver la présence, imaginez pour l'équivalent si ça se passait aujourd'hui. La veille de la présentation du plan Schuman, Dean Acheson du département d'État convoque, c'est le mot, à l'ambassade américaine en France, les différents acteurs de cette déclaration Schuman pour contrôler le texte qui va être proposé le lendemain, le 9 mai 1950. Donc il faut bien se rendre compte de l'implication américaine et de cette convergence de vues. Encore une fois, comme dit Éric Branca, les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes et les archives parlent d'eux-mêmes. On rappelle que vous êtes des historiens, que vous êtes journalistes et donc vous n'êtes pas tous les deux des complotistes et des huluberlus. Merci. Les complotistes sont en face. Voilà, c'est ça, exactement. Merci à tous les deux d'être venus.